C'est donc un terrible accident qui s'est produit ce matin en Haute-Garonne. Regardez cette photo à Mirepoix-sur-Tarn. Un pont suspendu long de 155 mètres s'est effondré. Des véhicules qui se trouvaient dessus sont tombés dans la rivière. Un premier bilan fait état d'au moins un mort, une adolescente de 15 ans. Il y a aussi des blessés et des disparus. Clément Le Goff, Muriel Lassaga et Olivier Combes. Le pont suspendu s'est effondré dans les eaux du Tarn. Il est un peu plus de 8 heures ce matin. Plusieurs véhicules sont engagés sur la structure lorsque le pont à Auban cède, entraînant au moins une voiture et un poids lourd dans la rivière, selon des témoins. Je pensais que c'était un tremblement de terre et en fait je suis sortie, j'ai vu plein de voitures et tout et en fait c'était le pont qui s'était écroulé. Donc c'est très choquant. Je me suis habillée, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que les câbles pendaient dans tous les sens, je me suis dit que c'était pas bon, que c'était passé quelque chose de grave. Ce midi, le bilan reste provisoire. Une adolescente de 15 ans est décédée. Sa mère et 3 autres personnes ont pu regagner la berge à la nage. Les recherches se poursuivent en ce moment. Au moins une personne reste portée disparue. Près de 80 pompiers, des gendarmes et 3 hélicoptères sont actuellement mobilisés. L'accident s'est produit dans le nord de la Haute-Garonne, à une trentaine de kilomètres de Toulouse, dans la commune de Mirepoix-sur-Tarn. Le pont mesurait plus de 150 mètres au-dessus de la rivière, 5 mètres de large et une structure métallique suspendue à des haubans. Il faisait l'objet d'un suivi correct, selon les autorités. C'est un pont qui date des années 30, voilà, qui était, d'après les informations que j'ai recueillies auprès du département, qui est gestionnaire de l'infrastructure, qui était régulièrement examiné. Il y aurait eu en 2017 donc, une inspection qui n'aurait pas donné d'informations particulièrement alarmantes. Ce sont les seuls éléments à ce stade dont je dispose. Avant le pont, plusieurs panneaux signalent une interdiction aux camions de plus de 19 tonnes. Le poids lourd qui l'a emprunté dépassait-il ce tonnage autorisé? C'est l'une des questions à laquelle devra répondre l'enquête judiciaire qui vient d'être ouverte. Et en direct de Mirepoix-sur-Tarn, on retrouve Muriel Lassaga. Muriel, on a entendu le choc des témoins. On imagine la très forte émotion qui règne autour de vous alors que les recherches se poursuivent. Oui, exactement, Marie-Sophie. Et cette émotion est d'autant plus vive que ces recherches, vous le disiez, sont toujours en cours à l'heure actuelle. En fait, on recherche le chauffeur du camion qui est tombé dans cette rivière dont les courants sont très forts actuellement. Et l'on recherche également peut-être une estafette qui serait également tombée dans la rivière. C'est en tout cas ce que disait un témoin aux autorités. Alors, on parlait d'émotion, mais c'est un véritable choc ici dans ce village qui compte environ 1 millier d'habitants et qui est d'ordinaire si paisible. Ce pont, eh bien, les riverains l'empruntent tous les jours pour se rendre au travail à Toulouse, à Albi. Il fait partie du paysage, il est au cœur du village, à 2 pas de la mairie. Et depuis les années 30, il est effectivement présent. Et jusqu'à présent, il n'avait a priori donné aucun signe de défaillance. Merci Muriel Lassaga pour ces précisions en direct de Mirepoix-sur-Tarn. Arrêtons-nous maintenant sur les causes possibles de cette catastrophe. Ce pont était-il fragile? Il avait été contrôlé l'an dernier. Y a-t-il eu un problème de surpoids sur l'ouvrage, un camion trop lourd qui s'y serait engagé? Le point sur la réglementation et sur les contrôles avec Paul-Luc Monnier, Laszlo Gélabert et Antoine Husser. Un accident dramatique et plusieurs questions ce matin sur la circulation des poids lourds sur les ponts. D'abord, quelles sont les règles en matière de tonnage? Avant chaque ouvrage, des panneaux indiquent les restrictions de circulation. Exemple, 5 tonnes 5, 7 tonnes 5 ou encore 19 tonnes, comme sur le pont de l'accident ce matin. Des restrictions décidées par les gestionnaires des ponts, en clair, communes, départements ou État. Alors, quelle est l'efficacité de la réglementation? Malgré les sanctions, jusqu'à 3 750 € d'amende, les panneaux ne sont pas toujours respectés. Exemple dans l'Oise, sur ce pont en mauvais état, filmé l'été dernier. Des véhicules sont interdits, et pourtant... Alors voilà l'exemple d'un véhicule qui fait plus de 3 tonnes 5. Manifestement, il est passé en dessous de la barre, donc il peut passer, mais le poids n'y est pas, et le véhicule passe quand même. En cause, selon cet expert, des contrôles largement insuffisants. On a un peu diminué ces contrôles parce qu'il n'y a plus les effectifs nécessaires. On fait davantage de contrôles coup de poing pour vérifier sur une journée ou sur quelques heures que la législation est bien respectée. L'état des ponts est-il alarmant? Oui, selon un rapport publié au mois de juin dernier. 25 000 ponts seraient en mauvais état et poseraient des problèmes de sécurité, selon le sénateur, à l'origine du rapport. On a tiré la sonnette d'alarme en demandant à ce qu'il y ait un véritable plan Marshall des ponts. On a rencontré les différents ministres. Il y a une véritable problématique par rapport à l'entretien de ces ponts pour les collectivités locales et surtout pour les communes. Selon le rapport, la dégradation de l'état des ponts est aussi liée au développement des applications GPS pour smartphones.
Et pour ouvrir ce journal, donc direction Mirepoix-sur-Tarn, où ce matin, le choc, l'émotion, la douleur restent très forts. Hier, l'effondrement d'un pont a fait 2 morts et 5 blessés. On fera un point sur l'enquête qui progresse dans un instant. D'abord, parole aux habitants. Des témoins sont bouleversés par ce qu'ils ont vu. Clément Le Goff avec sur place Muriel Lassaga et Véronique Gaglione. Le tablier du pont est presque entièrement immergé dans la rivière. Plus de 24 heures après l'effondrement de l'édifice, la sidération à Mirepoix-sur-Tarn. Ici, hier matin, 2 personnes ont perdu la vie. C'était des clients à nous. Nous sommes très touchés par ce qui s'est passé. On n'accuse personne, mais on est endeuillés. On est triste pour ces familles. On est des parents, nous aussi. Et c'est malheureux pour eux, ce qui est arrivé. Bon, mes enfants, ils jouaient en bas, dans les berges. Ils ont toujours connu le pont. Mais ça fait mal. Alors que cette petite est décédée aussi, pour la maman, c'est très dur. L'émotion de toute une commune, car beaucoup connaissaient les 2 victimes, un chauffeur de poids lourd et une lycéenne de 15 ans. Elle était en voiture avec sa mère qui l'amenait à l'école lorsque le pont a cédé. Seule la mère a pu regagner la rive. Céline Finesse était l'une des premières sur place. Elle a assisté au sauvetage. Et là, on a entendu la dame qui bougeait, enfin qui parlait, qui criait, tout ça. Et donc, elle disait « ma fille, ma fille ». Et donc, pour la rassurer, moi, le premier réflexe que j'ai eu, en tout cas, c'est de lui parler, quoi. Et de lui dire « on est là, vous n'êtes pas toute seule, tenez le coup ». Alors, elle nous disait « j'ai froid, je vais m'évanouir ». Je suppose elle tétanisait, certainement, dans l'eau froide et puis le choc, quoi. Elle criait pas au secours, cette dame. Elle criait « ma fille, quoi ». Désormais, tous cherchent à comprendre. Les soupçons des habitants et des gendarmes se portent sur le poids du camion, beaucoup trop lourd selon les premiers éléments. Cette commerçante est la dernière à l'avoir croisé. J'étais au milieu du pont quand j'ai vu le camion arriver et il faisait pas mine de se mettre sur le côté pour me laisser passer, donc il m'a inquiété parce qu'il était très gros. Et je me suis dit que ça allait pas passer, alors j'ai accéléré et je l'ai croisé juste, moi je sortais du pont au niveau du pylône, quoi. Quelques secondes plus tard, la structure métallique s'effondre, traumatisant toute une commune. Et pour expliquer cet effondrement, les investigations se poursuivent et il y a plusieurs avancées. Muriel Lassaga, une piste se précise, c'est vraiment le poids du camion qui est au cœur de l'enquête. Oui, ce qui ne fait plus débat, en tout cas pour les enquêteurs, c'est précisément le dépassement du tonnage du camion. Plus de 19 tonnes, aujourd'hui, c'est certain. Mais combien exactement? 45 tonnes, comme nous l'indiquait le maire de Mirepoix ce matin. Plus ou moins? Difficile de savoir tant que le camion ne sera pas sorti de l'eau. Et cela va prendre beaucoup de temps. Il est toujours là, dans la rivière, à 4 mètres de fond. Cette question du poids, elle est fondamentale pour les enquêteurs. Car même si l'on sait que le pont était interdit à la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes, il y a toujours une marge de protection, une marge de sécurité en fait, qui est anticipée dès la conception du pont. En fait, c'est comme si d'emblée, on savait que des poids lourds de gros gabarits allaient enfreindre l'interdiction. Est-ce que c'était le cas de ce camion? Était-il dans la marge de tolérance? Était-il hors norme? Ou serait-ce les passages répétés de gros gabarits qui ont fait céder le pont? Bien sûr, ce sont 2 questions cruciales au cœur de l'enquête. Le fait que ce soit un poids lourd de 40 tonnes, un peu plus de 40 tonnes, alors que ce pont était limité au poids lourd de 19 tonnes, est-ce que du simple au double, c'est une charge qui vous paraît insupportable pour un pont suspendu? C'est difficile à dire sans un examen approfondi. On sait modéliser ce genre d'ouvrage, on sait les calculer parfaitement aujourd'hui, on a des très bonnes méthodes et on peut très bien, si on sait reconstituer le camion qui est passé par une modélisation informatique, on sait très bien dire quelle était la marge de sécurité. Il est évident que toutes ces pièces de pont ont des coefficients de sécurité qui peuvent aller environ de 2 à 3 selon les pièces. Donc il y a une marge importante malgré tout. Donc a priori, le double du poids autorisé, ça ne serait pas de nature uniquement à expliquer la rupture, une rupture d'une pièce d'ailleurs, probablement on le voit sur les photos. Oui, de façon classique, et bien sûr il ne faut pas le faire, mais de doubler la charge n'est pas forcément critique. Mais après, ce sont des pièces de liaison qui peuvent avoir cédé, etc. C'est là où il faut faire une analyse, une expertise plus soignée, qui sera possible puisque la suspension est intacte, d'après ce que j'ai vu sur les photos. Oui, j'ai une photo sous les yeux, on voit effectivement la suspension. La suspension est intacte, il semble que ce soit les pièces d'attache des suspentes qui est lâchée, c'est peut-être les pièces qui... C'est-à-dire ce qui soutient le tablier? Oui, ce qui soutient les verticales qui soutiennent le tablier, et les pièces qui lient le tablier, qui lient les suspentes au tablier, les pièces d'attache. Vous savez, toujours, la complexité est souvent dans le détail, dans nos ouvrages d'art.
Et oui. Merci beaucoup Muriel. La saga est preuve que ce drame traumatise au-delà de Mirepoix-sur-Tarn. Dans le village voisin de Villemur, le maire a très vite pris une mesure radicale. Il a décidé de limiter le tonnage des poids lourds autorisés à rouler sur son pont. Diane Schlinger. De chaque côté du pont, la police municipale surveille les allées et venues, vérifie la taille, le tonnage des véhicules. Ce pont suspendu est presque jumeau de celui qui s'est effondré à Mirepoix-sur-Tarn. Il est situé à moins de 10 km. Alors le maire de Villemur a pris une mesure drastique, un arrêté pour faire passer le tonnage maximum autorisé de 19 à 7,5 tonnes. Ce matin, les panneaux ont été remplacés, les riverains sont rassurés. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est passé à 7,5 tonnes? Pour la sécurité, c'est mieux. Si c'est une mesure de précaution, ils ont raison. Pour être sûr qu'ils ne sont pas dans le même état que l'autre. Oui, c'est bien. Mais bon, on va surveiller un peu plus les camions. Au début de l'année 2019, ce pont a été fermé à la circulation pendant 6 mois pour des travaux de sécurisation et le remplacement de 480 pièces métalliques qui maintiennent sa structure. Mais pour la mairie, au lendemain de la catastrophe, il faut redoubler de vigilance. On a pris cette mesure-là, qui n'est pas définitive, mais qui nous semblait adaptée aux circonstances toutes particulières d'hier. Tout comme pour le pont de Mirepoix, c'est le département qui est propriétaire de cet ouvrage. C'est donc avec le département que le maire veut désormais se réunir pour repenser à long terme la structure et la circulation sur ce pont. Oui, ce drame survenu à Mirepoix-sur-Tarn, on l'a compris, pose la question du tonnage des camions et des itinéraires qu'ils empruntent. Pour aller plus loin, pour comprendre, ce matin, une entreprise de transport routier a accepté de nous expliquer comment sont formés les chauffeurs et comment ils mettent au point leur trajet. Denis Sébastien et Jean-Pierre Rivalin. Au volant de son 44 tonnes, Frédéric Masse a bien sûr à l'esprit l'accident d'hier. Il est sur la route tous les jours, il est confronté aux interdictions imposées parfois aux poids lourds, notamment du fait de leur tonnage. Tonnage, souvent on se retrouve à interdiction au-delà des 3,5 tonnes. Bon ben nous on est aux 40 tonnes, 44 tonnes, c'est pas la peine. On va dire qu'il faut travailler le trajet en amont quoi. Voilà, savoir où on passe avant d'emprunter la route. Préparer l'itinéraire, vérifier que les conducteurs ne se mettent pas en danger, c'est une préoccupation de tous les instants pour le patron de l'entreprise. On a les itinéraires interdits aux poids lourds, suivant ce qu'on doit livrer. Là, j'ai un conducteur sur Aubenas et je regarde les itinéraires qui peuvent être pris. Avant chaque départ, un coup d'œil au logiciel qui répertorie les restrictions. Les chauffeurs sont responsabilisés et régulièrement formés, tous les 5 ans, une remise à niveau. Normalement, le chauffeur est à même de se gérer son itinéraire, mais on le guide sur les itinéraires à prendre. Alors bizarrement, c'est pas toujours le plus rapide, parce que s'il y a une interdiction, on ne le prend pas. On prend la route qui est obligatoire, où on doit circuler dessus. L'entreprise compte environ 80 conducteurs, pour du fret régional essentiellement. Les interdictions sont prises en compte dès la conception des lignes régulières. Quand on crée les lignes, justement, on optimise sur les lignes en disant voilà, vous passez par là, par là, par là. Là, vous pouvez pas parce que c'est interdit. Reste la question des GPS, pas toujours adaptés aux poids lourds. L'entreprise demande à ses chauffeurs de ne pas les utiliser, sauf pour la fin de leur trajet lorsqu'ils cherchent leur point de déchargement. Et là, on a 2 ou 3 sujets d'actualité avant. Alors, évidemment, le pont. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit Michel Chevalet sur l'effondrement du pont. Je rappelle que 2 personnes sont décédées dans l'effondrement de ce pont à Mirepoix-sur-Tarn hier. Le corps du chauffeur du camion qui se trouvait sur le pont lorsque celui-ci s'est effondré a été repêché. Puis son décès s'ajoute à celui d'une adolescente de 15 ans, habitante de la commune. Et c'est toujours... Tout le monde est toujours frappé du destin comme il frappe, c'est-à-dire d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Cette mère de famille qui passe avec son enfant en voiture et qui aujourd'hui perd sa fille dans ces conditions. Et écoutons ce que disait Michel Chevalet. Il y a plusieurs niveaux. Forcément, c'est le conducteur. Il y avait un panneau, en gros, marqué 19 tonnes, ne pas dépasser 19 tonnes, et un seul camion à la fois. Or, voilà un engin qui portait du matériel de forage, dont on dit la masse était déjà de 19 tonnes. Donc déjà, le camion à vide faisait... Enfin, ce qui portait, c'était 19 tonnes. Plus le camion, on atteint les 38-40 tonnes. C'est-à-dire le double de la charge quasiment maximale que pouvait supporter le pont. Donc, on faisait surcharge 1 fois, 2 fois. Or, il s'avère, d'après les témoignages du maire, que c'était, disons, souvent que cette entreprise permettait à ces camions de couper court, au lieu de prendre un pont à 2 km plus loin, de prendre celui-là. Donc, surcharge régulière et à plusieurs reprises de ce pont. Donc, vieillissement accéléré du métal. Donc, vous voyez, est-ce que c'était maintenant détectable? Donc, responsabilité du chauffeur qui n'aurait jamais dû l'emprunter.
il aurait dû répéter le panneau, de l'entreprise peut-être qui n'a pas dit à son chauffeur sur le trajet à emprunter. Et puis maintenant, c'est le problème des contrôles. Pouvait-on détecter le vieillissement de ce pont en raison de surcharges répétées ? Les contrôles visuels ne permettent pas de le détecter. Ce qu'il faut, c'est prélever du métal, des échantillons et de voir ce qu'on appelle le phénomène d'écrouissage. Écrouissage, c'est-à-dire que sous contrainte, les cristaux du métal, les cristaux de fer, grossissent. Au lieu de faire du sel fin, on fait du gros sel, donc qui casse beaucoup plus. Voilà l'état de la situation. J'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque c'est une erreur manifestement humaine. C'est-à-dire que c'est un chauffeur, un camionneur qui est décédé d'ailleurs, et qui entre sur un pont, il ne doit jamais être sur ce pont. C'est un pont de 19 tonnes et le camion faisait 40 tonnes. Oui, donc je ne comprends pas pourquoi on nous parle de tous les ponts de France qu'il faudrait aller contrôler. Là, on a un fait générateur qui est assez simple à comprendre. Sophie a raison, c'est-à-dire que c'est l'emballement médiatique où tout d'un coup on parle de tous les ponts de France, alors que là c'est un homme qui vient sur un pont. Là, factuellement, en effet, c'est le tonnage du camion. Mais un rapport parlementaire avait quand même montré qu'il fallait être attentif sur nos équipements. Bon. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu ce travers français sans nourrir la peur. Oui. La vie, elle est faite d'un certain nombre d'aléas, d'accidents, de tragédies, comme c'en est une. Et il y a un peu cette manie française de toujours chercher des responsabilités et instruire des procès politiques au sens large du terme pour dire il y a forcément quelqu'un qui est responsable, etc. Là, c'est vrai qu'il y a une cause qui est... Là, il y a manifestement... en partie quand même. Oui, ça illustre quand même cause humaine. Un travers bien français, qui est cette espèce de relâchement, de non-respect des règles, etc. Ce qui fait qu'on met sans arrêt des règles supplémentaires au lieu de faire appliquer et que tout le monde applique les règles qui existent. Ah oui, c'est assez français. Ça, on n'est peut-être pas obligé de se flageller à chaque fois. Non, mais si, parce que il y a beaucoup de choses formidables aussi, rassurez-vous, en France et dans... Mais les erreurs de conduite, c'est assez français. Ce problème-là, le non-respect des règles, c'est quelque chose qui est quand même assez français. C'est assez français. Tout le monde le dit. C'est ce qu'on appelle les incivilités, ce qu'on appelle le manque de respect, ce qu'on appelle... Enfin, d'une façon générale, l'idée de biaiser avec de ne pas respecter les règles. C'est tout. Vous dites français, je pense que c'est un travers humain, si vous me permettez, mais je pense que tout le monde... Les règles, c'est toujours français. C'est un véhicule de plus de 50 tonnes qui s'est engagé sur le pont de Mirepoix-sur-Tarn hier matin. Ce poids excessif serait à l'origine de l'effondrement de l'ouvrage qui a causé la mort de 2 personnes, le chauffeur du poids lourd et une adolescente de 15 ans. C'est ce que vient de révéler le procureur de Toulouse. Le point sur l'enquête avec Clément Le Goff, Véronique Gaglione et Sylvain Daubat. À la nuit tombée, l'un des 2 véhicules est extrait de la rivière. C'est dans cette voiture que l'adolescente de 15 ans a perdu la vie hier matin. Conduite par sa mère, elle allait au lycée lorsque le pont s'est effondré. Et on n'en sait plus ce soir sur les causes de l'accident. Le camion qui circulait en sens inverse dépassait très largement les 19 tonnes autorisées. Nous arrivons à un total de plus de 50 tonnes. Le fait que ce véhicule lourd ait emprunté ce pont semble être, en l'état des investigations, la cause immédiate et apparente de l'accident. Le chauffeur du poids lourd est lui aussi décédé. Sur sa remorque, il transportait un engin de forage, comme sur le logo de l'entreprise qu'il dirigeait. Un engin qui à lui seul pesait plus de 30 tonnes. Derrière lui, dans un autre camion, un employé affirme avoir tenté de le dissuader d'emprunter le pont, voyant le panneau d'interdiction au plus de 19 tonnes. Mais ses appels de phare et les klaxons n'y ont rien fait. Le poids lourd s'engage. Cette commerçante est la dernière à l'avoir croisé. J'étais au milieu du pont quand j'ai vu le camion arriver et il faisait pas mine de se mettre sur le côté pour me laisser passer, donc il m'a inquiété parce qu'il était très gros. Et je me suis dit que ça allait pas passer, alors j'ai accéléré et je l'ai croisé juste, moi je sortais du pont au niveau du pylône, quoi. Quelques secondes plus tard, la structure métallique s'effondre, traumatisant tout un village. Effectivement, les habitants de Mirepoix-sur-Tarn sont toujours sous le choc au lendemain du drame. Beaucoup empruntaient ce pont tous les jours. Certains ont pu venir en aide aux victimes. Ils ont entendu la détresse de la mère qui a survécu à la catastrophe sans parvenir à sauver sa fille. Témoignage rassemblé par Diane Schlinger, Muriel Lassaga et Olivier Combe. Alertés par le bruit de l'effondrement du pont, c'est une poignée de riverains qui prodiguent les premiers secours, bien avant l'arrivée des pompiers. Cette femme est l'une des premières sur place. Elle repère rapidement la mère de famille qui est encore dans l'eau. On a entendu la dame qui bougeait, qui parlait, qui criait, tout ça. Et donc elle disait « ma fille, ma fille ». Et donc pour la rassurer, moi le premier réflexe que j'ai eu en tout cas, c'est de lui parler, quoi. Et de lui dire « on est là, vous n'êtes pas toute seule, tenez le coup ». Elle criait pas au secours, cette dame, elle criait « ma fille, ma fille ». La rescapée est à près de 20 mètres en contrebas. Les riverains l'aperçoivent à peine à travers les broussailles. Ce couple réagit très rapidement. Mais ce qu'il nous faut, c'est des cordes. En fait, j'ai dit, on s'est habillé, on est parti avec des cordes. Il voulait descendre et moi, je lui ai dit que j'étais plus légère et plus souple. Stéphanie Guillot descend en rappel, suivie par une voisine infirmière. La victime est encore à moitié dans l'eau, accrochée à un tronc d'arbre. On a décidé de surtout ne pas la bouger,
mais d'essayer de la sécuriser au maximum. Elle nous a expliqué qu'elle avait réussi à sortir de la voiture. Elle n'avait pas réussi à sauver sa fille, à sortir sa fille. Et en fait, le courant l'a emportée. Et elle s'est laissée, en faisant la planche, elle s'est laissée dériver. On lui a parlé, parce qu'en fait, elle s'endormait. Rejointe par un pompier, pendant plus de 2 heures, elle la réchauffe, lui masse les pieds. Dans le même temps, un autre riverain tente de parvenir jusqu'à la voiture, en vain. La voiture, on ne pouvait rien faire pour la voiture. C'était En fait, impossible d'aller. le plus difficile, c'est par exemple la maman qui posait beaucoup de questions sur sa fille. Et moi, je voyais la voiture. Et donc, on a un gros sentiment d'impuissance. Et ça, c'est assez difficile à supporter. La mère de famille sera finalement évacuée par les pompiers en Zodiac, saine et sauve. Et la République, je le redis ici, vous doit protection. La République ne peut en effet vous demander tant sans assurer votre sécurité, et en particulier celles et ceux d'entre vous qui craignent pour leur intégrité physique. Elle ne peut vous demander tant non plus sans vous donner les moyens de l'action. Écoutez, ça illustre malheureusement le fait que nous avions raison lorsque nous avons rendu et présenté ce rapport au gouvernement au mois de juillet, en disant qu'il y avait besoin d'un plan Marshall, parce qu'il y avait dans notre pays un certain nombre de ponts, et un nombre non négligeable, puisque c'est à peu près 10% des ponts qui présentaient, semble-t-il, un problème en termes d'entretien. Et le fait que ce pont se soit effondré, malheureusement, le confirme. Et nous avions dit qu'il fallait réagir vite avant qu'il y ait une catastrophe. Et malheureusement, la catastrophe est arrivée avant que le gouvernement ne réagisse et ne mette en œuvre le plan Marshall que nous appelions de nos vœux pour établir un inventaire et un audit de l'ensemble de nos ponts. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci d'être avec nous sur LCI au lendemain de ce drame qui a frappé une petite commune du Tarn, Mirepoix sur Tarn, où vous vous êtes rendu hier pour représenter le gouvernement. Vous étiez avec votre collègue, je le disais, du ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez. Vous êtes secrétaire d'État auprès de la ministre chargée de la transition écologique et solidaire. Emmanuel Vargon, 2 victimes. Un chauffeur de poids lourd, on en reparlera tout à l'heure, dont le corps a été désincarcéré et remonté à la surface, et une jeune fille de 15 ans, une lycéenne qui était dans une voiture sur le pont quand il s'est effondré avec sa maman. La maman, ce matin, est à l'hôpital, j'imagine, en état de choc. Elle a pu être sauvée par des riverains et que vous avez rencontrés hier. Oui, je me suis rendue sur place avec Laurent Nunez et c'est évidemment une très grande émotion d'être sur place. Nous y sommes allés tous les deux pour dire le soutien du gouvernement aux familles endeuillées, bien sûr, le soutien aussi aux sauveteurs, beaucoup de mobilisation, des pompiers, des gendarmes. Et c'est vrai que j'ai rencontré une jeune femme, une infirmière qui sortait de garde et qui s'est portée tout de suite au secours quand elle a vu l'accident et la voiture tomber dans l'eau. Vous savez, c'est très impressionnant, hein. On a les 2 rives du Tarn, les 2 accroches du pont avec des filins métalliques et puis plus rien au milieu. On voit même plus le pont lui-même qui a été complètement englouti. Et donc cette jeune femme, cette infirmière, est descendue avec une autre personne sur la rive. Elle nous disait avec des sangles, on est descendu, on était 2 femmes, on était légères. C'est très escarpé. En fait, la route, elle est très en hauteur par rapport à la rivière, au Tarn, qui est en contrebas. Elle m'a dit seules des femmes pouvaient descendre. En fait, on était suffisamment légères, des hommes n'auraient pas pu descendre. Et elles sont allées au secours de la maman qui était dans cette voiture qui est tombée dans la rivière. Et elles ont aidé à stabiliser cette dame au bord de la rivière, le temps que les premiers secours arrivent. Et des pompiers sont arrivés et se sont jetés à l'eau tout de suite, à la fois pour récupérer cette dame et puis pour tenter de porter secours à la jeune fille dans la voiture. Parce qu'il y avait un courant terrible. Oui, donc c'était une opération risquée. Il y avait un très fort courant. Une eau par ailleurs très opaque, en fait pas du tout transparente, très chargée. Et à la fois parce que l'eau était froide et à cause du courant, c'est une opération risquée. Moi, je salue vraiment le courage de ces 2 riveraines, le courage des pompiers et puis de tous ceux qui ont participé aux opérations de secours. Et c'est un drame pour Mirepoix-sur-Tarn, pour le village d'en face, Bessières, pour toute la communauté locale. Et je salue aussi les élus qui se sont mobilisés tout de suite, à commencer par le maire. Avec quand même, comme c'est le cas parfois dans ces drames, des moments lumineux avec ces 2 femmes qui ont eu le courage de se jeter à l'eau, qui ont d'ailleurs été secouées elles-mêmes et que vous distinguez ce matin. Bon, en tout cas, c'est vraiment un comportement exemplaire. Et le chauffeur le chauffeur du poids lourd qui a trouvé la mort aussi dans l'effondrement de ce pont,
C'était un chauffeur étranger ou un chauffeur Non, c'était, je crois, quelqu'un qui habitait à proximité. Après, c'est le procureur de la République qui donnera les informations officielles à la fois sur les victimes et l'état de l'enquête. Mais ça frappe toute une communauté. Et en fait, ces deux villages, c'était un chauffeur local. Qui était connu. Et qui, donc, dont le corps a été évidemment remonté à la surface. Et maintenant, l'enjeu, c'est de remonter ce poids lourd, ce camion qui passait avec cette voiture sur le pont au moment de l'effondrement. Vous avez annoncé une enquête du bureau enquête pour connaître exactement l'état du pont notamment. Et puis il y a une enquête pénale. Le procureur évidemment enquête sur les causes. Vous avez dit que ça n'était pas un pont à risque. Il a été contrôlé, mais il était limité à des camions de moins de 19 tonnes. Est-ce que ce poids lourd était au-dessus des 19 tonnes, comme le maire tout à l'heure nous l'a dit dans la matinale de LCI? Alors ça, c'est vraiment le procureur de la République qui va établir les faits. C'est lui qui dirige l'enquête. Donc je ne peux pas répondre à la question des faits pour une enquête judiciaire ouverte. C'est une des hypothèses. Une des hypothèses, c'est que le camion qui s'est engagé ait un poids en fait supérieur au poids limité sur le pont. Ce pont était limité à 19 tonnes. Et pour y être allé, il y a un très gros panneau 19 tonnes à l'entrée du pont. Il y a un très gros panneau rouge disant « Attention, un seul camion peut s'engager à la fois ». Donc la signalisation était claire et vraiment extrêmement suffisante. Est-ce que des panneaux, la preuve d'ailleurs, s'il s'est engouffré sur ce pont, et ça n'est peut-être pas le seul d'après ce qu'on entend dans les témoignages, c'est que cette signalisation, elle ne dissuadait pas énormément. Est-ce que ça suffit, des panneaux? On vient de vivre un drame. Après un drame, on se repose forcément des questions sur tout. Il y a deux enquêtes. Une enquête judiciaire qui déterminera les victimes et les responsabilités, et une enquête technique diligentée tout de suite par Elisabeth Borne, le ministère de la Transition écologique et des Transports, qui va nous permettre de savoir si on a un problème de structure sur ce pont et s'il faut surveiller différemment les ponts de ce type ou tous les ponts en fonction des éléments techniques qui ressortiront de cette enquête. Après, s'il faut changer les choses, on le fera bien sûr. Si la signalisation s'avère insuffisante... Mais ça ne vous frappe pas. Vous-même, vous avez dit, Emmanuel Vargon, hier, je vous cite, les investigations devront aussi éclaircir si les conditions d'usage de l'ouvrage, donc on va traduire, mais étaient respectées. Autrement dit, est-ce que, effectivement, les règles étaient respectées ? Et à ce titre-là, est-ce que des panneaux, ça suffit quand il y a un tel... Ce que je vous dis, c'est que d'abord, il faut trouver les causes. Pour l'instant, nous en sommes aux hypothèses et c'est l'enquête qui le dira. Une des hypothèses, c'est donc que le camion était trop lourd. Le maire, pour lui, c'est pas une hypothèse, c'est quasiment une certitude. Oui, mais là, on respecte une procédure d'enquête judiciaire et donc c'est l'enquête judiciaire qui le déterminera. Si cette hypothèse est avérée, alors bien sûr, il faut qu'on se demande s'il faut renforcer la signalisation. Il y a la question des GPS sur laquelle on est complètement ouvert pour avancer. C'est-à-dire, pour l'instant, les GPS ne mentionnent pas toujours systématiquement que tel ouvrage, tel pont est limité à tel poids. Et donc, on le voit quand on arrive sur site. Est-ce qu'il faut l'embarquer dans les GPS ? Pourquoi pas? Tout ce qui favorise l'information des conducteurs est une bonne chose. Ça semble évident, Emmanuel. Oui, ça semble évident. Ça semble évident que sur le GPS, il est inscrit, comme il y a inscrit qu'il y a d'autres éléments d'obstacles, des embouteillages, etc., interdiction. Eh ben, on est d'accord, c'est ce que je vous dis. Si c'est un problème de signalisation et si c'est une bonne décision à prendre que de dire on embarque ces données dans les GPS, eh ben, cette décision sera prise rapidement. Vous disiez les investigations devront aussi éclaircir les conditions d'usage de l'ouvrage. Était-il adapté, ce pont à la circulation actuelle? Il y avait beaucoup de passages sur ce pont. Est-ce qu'il était adapté? D'abord, ce pont avait été contrôlé. Je le dis parce que c'est quand même important. Oui. Il a été contrôlé sous la responsabilité du département en 2017, plus une visite de contrôle en 2018. Donc les procédures étaient respectées et voilà, l'entretien, le contrôle était bien fait. C'était une route départementale. C'était plutôt un trafic de proximité. Moi, j'en discutais avec le maire, les élus. En fait, il y avait du ramassage scolaire de l'autre côté de la rivière. Et du coup, les gens traversaient pour aller déposer leurs enfants ou simplement pour accéder à des lignes de bus. Ce n'est pas une route de très grande circulation, c'est une route départementale. Mais encore une fois, après un drame, je pense qu'il faut qu'on dise
on tirera toutes les conséquences du drame quand on aura compris ce qui s'est passé. Donc s'il faut changer autre chose, on le changera. Mais on est 24 heures après et on n'a pas encore toute la causalité. Donc on n'exclut rien. Est-ce que c'est audible, Emmanuel Vargon, que vous disiez ça, dans la mesure où il y avait quand même au moins un rapport qui tirait la sonnette d'alarme? Et d'ailleurs, un des auteurs de ce rapport était sur LCI ce matin. Écoutez le sénateur Hervé Moret. Malheureusement, il y a eu hier une catastrophe. Je crois qu'on peut souhaiter que cette catastrophe serve d'électrochoc au gouvernement et qu'il réagisse enfin, qu'il prenne enfin les mesures nécessaires. La question qu'il pose, c'est faut-il une catastrophe comme celle-là pour que enfin vous réagissez à des signaux d'alarme qui ont été quand même présentés au gouvernement il y a quelques mois? Moi, je respecte le travail du sénateur Moret qui a fait un rapport avec une mission d'information au Sénat. Mais il ne faut pas tout mélanger. Ce que dit le sénateur Moret dans son rapport, c'est qu'il existe un certain nombre de ponts qui ne sont pas suffisamment surveillés et contrôlés, qui sont plutôt les ponts gérés par les communes. 10% des ponts, 25 000. Mais là, en l'occurrence, c'était un pont géré par le département et contrôlé, surveillé très régulièrement. Donc à ce stade, rien ne permet de dire que c'est un défaut d'entretien du pont. Encore une fois, je suis désolée, mais je nous renvoie tous à l'enquête. Il y a une enquête judiciaire. On a compris, vous l'avez dit déjà 2 fois. C'est difficile de tirer des conclusions. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que cet événement, c'est la preuve d'un défaut d'entretien des ponts ou de ce pont. Classé non dangereux, et même, vous l'avez dit, contrôlé en temps et en heure, se révèle dangereux parce que les règles ne sont pas respectées. Mais que doit-on craindre, Emmanuel Vargon, des ponts qui ont été classés, eux, dangereux, effectivement, dans ce rapport? Mais je voudrais quand même vous rassurer sur l'importance de ce sujet pour le gouvernement et l'action du gouvernement. On a commencé par augmenter significativement les crédits pour entretenir les ponts gérés par l'État. C'était à peu près 70 millions d'euros par an jusqu'à présent. On passe à 80 en 2020. C'était 45 millions, c'est passé à 70. On va atteindre 129 millions d'euros à la fin de la loi sur les mobilités qui sera adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc il y a assez d'argent pour la table. Il y a assez d'argent sur la table pour les ponts nationaux. Sur les ponts nationaux, oui, il y a assez d'argent sur la table pour faire l'entretien. Ensuite, il y a la question des ponts qui sont sous la responsabilité des collectivités. Qui sont beaucoup plus nombreux. Qui sont plus nombreux, mais qui sont aussi sur des routes à moindre trafic, puisque par définition, les grands ponts, les grands ouvrages sont sur les routes nationales ou sur les routes départementales, mais les départements ont les moyens d'entretenir. Et d'ailleurs, le président du conseil départemental de Haute-Garonne dit « Ce pont est entretenu, j'ai les moyens pour le faire, comme les autres ponts du département, et je le fais régulièrement. » Il reste les ponts communaux qui souvent sont des ponts beaucoup plus petits, sur des routes beaucoup plus petites, sur lesquelles là, on sait moins si les ponts sont en bon état, en mauvais état. Et donc, l'une des propositions du rapport Moret que nous allons suivre, c'est de faire avec les collectivités un inventaire précis. Un audit. Un inventaire d'abord pour savoir combien on en a, parce que c'est vrai que je crois que personne ne peut répondre à la question combien exactement y a-t-il de ponts sur les routes de France. Ça ne vous étonne pas, ça? Ça ne vous étonne pas que l'État et même les collectivités locales soient aveugles des éléments dont ils ont la charge? On ne sait pas combien il y a de ponts en France. Sur le nombre consolidé, c'est effectivement assez étonnant qu'on ne sache pas combien il y en a exactement, mais c'est lié au fait qu'ils ne sont pas tous gérés par les mêmes responsables, l'État ou les départements ou les communes. Mais en tout cas, on est prêt à faire avec les communes, avec les collectivités, d'abord un inventaire pour voir exactement combien et où sont potentiellement les ponts qui nécessiteraient plus d'entretien, et ensuite regarder avec les collectivités, dans le cadre de leur dotation et des relations financières entre l'État et les collectivités, comment aider les collectivités qui en auraient besoin. Un inventaire et un diagnostic. Un inventaire de et un ponts. diagnostic. Vous nous dites ce matin, l'État va aider les communes, les petites communes qui ont des ponts, parfois plusieurs ponts d'ailleurs, en charge. L'État est à la disposition des communes pour travailler avec elles sur inventaire et diagnostic dans les relations partenariales que l'État a à chaque fois avec les communes. Vous savez, on est le jour du congrès des maires et voilà, l'État est un partenaire des communes. Et au-delà, Emmanuel Vargon, parce qu'une fois qu'on a le diagnostic, on a parfois aussi la facture. Ça coûte très cher pour une commune de réparer un ouvrage comme un pont, même s'il est tout petit, même s'il est peu passant. Ça peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Est-ce que vous êtes prêt à mettre au pot?
L'État aide les communes à chaque fois qu'elles ont un projet structurant qui est trop gros pour la taille des communes, avec des dotations de droit commun. Et on peut tout à fait imaginer que là où il y a des sujets importants, ces dotations financent d'abord la remise en état si nécessaire. Donc oui, on aidera au cas par cas. Oui. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est très attaché à la défense des territoires, comme vous le savez, vient de déclarer nous avons besoin de l'État, on ne peut pas faire sans l'État. Et l'État ne met pas assez d'argent. Moi aussi, évidemment, je suis très attachée à la défense des territoires. Vous savez, moi je suis très souvent en province. J'y suis maintenant par période de 3 jours pour rencontrer les élus, faire des débats citoyens, tenir des permanences. Je pense qu'on ne laissera aucune commune en difficulté sans solution. Est-ce qu'il y a des collectivités locales qui, à votre avis, négligent aussi ce type de réparation, en tout cas d'investissement? Est-ce qu'il faut obliger certaines collectivités locales auxquelles l'État donne de l'argent à flécher ces investissements en priorité? Je ne crois pas qu'on puisse généraliser. Ce qu'on sait vraiment, je voudrais le redire, c'est les ponts sur les grands axes de circulation sont surveillés et contrôlés. Là, on parle de ponts sur des petites routes. Et donc là, on a vraiment besoin d'aller un cran plus loin dans la profondeur du diagnostic. Peut-être qu'il y a certains endroits où ça fait longtemps que personne n'est allé regarder ce qui se passait. Et dans ce cas-là, oui, c'est une culture du risque commune à développer. Mais ne généralisons pas à ce stade. Emmanuel Vargon, je voudrais... Vous qui donnez un cours sur les ponts suspendus, Jean-Bernard Datry, est-ce que vous êtes inquiet parce que depuis hier, on entend un certain nombre de discours un peu alarmistes sur l'état des ponts en France? Alors aujourd'hui, il y a une grande prise de conscience, si vous voulez, des professionnels. Il y a beaucoup, depuis l'année dernière, il y a beaucoup de congrès, de colloques, de journées d'études qui ont sensibilisé les gens aux ouvrages d'art. Il y a une commission sénatoriale qui a interrogé les différents professionnels et qui a fait des recommandations au service auprès du gouvernement, si vous voulez, pour allouer des budgets conséquents pour l'entretien des ouvrages d'art. Et en fait, le sujet, c'est l'entretien, puisqu'il y a à peu près 250 000 ponts en France, donc d'après le rapport du Sénat. Et ces ponts sont à charge des communes et des collectivités locales. Donc c'est là que commence le problème, puisqu'il faut des budgets et il faut des compétences. Alors les compétences existent, tant dans les services de l'État, comme le CEREMA, les laboratoires des ponts et chaussées, que dans l'industrie privée, puisque nos sociétés d'ingénierie, nos entreprises ont créé des départements spécialisés dans l'entretien du patrimoine. Puisqu'aujourd'hui, on construit moins d'ouvrages neufs en France et effectivement, il faut entretenir le patrimoine. Et ensuite, tous nos ponts datent finalement d'une période assez longue qui vient de l'après-guerre, après la guerre de 40 jusqu'à notre époque. Donc ça fait quand même maintenant pratiquement 60-70 ans. Et donc ces ponts-là arrivent à un âge où on commence à être fatigué. Merci beaucoup. Jean-Bernard Datry, je rappelle que vous êtes directeur à la CETEC, une société d'ingénierie, et puis vous donnez au Centre des hautes études de la construction un cours sur les ponts suspendus. Elle se persuade que non, la faute est au camion. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. France, qu'es-tu devenu? France, ton âme est corrompue. Des milliardaires déguisés en médias te vendent Bonaparte sur un air de Black Sabbath. Et même si tu pleures au jaune, ton sang lui reste rouge.